Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un incontournable dans le monde de la physique et de la chimie, la notion de modèle, et plus précisément la notion de modèle de l'atome, ou des modèles de l'atome, devrais-je dire. Alors, commençons l'aventure avec un super-héros, Captain Atom. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas ses histoires ou ses super-pouvoirs. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la représentation de l'atome qui est faite sur cette couverture de bande dessinée. Et tout est là. En fait, j'ai envie de dire, le sujet de ce cours est le suivant, c'est comment va-t-on se représenter l'élément fondamental, entre guillemets, je mets bien des guillemets parce qu'on verra pourquoi, on va discuter là-dessus, de la matière. Alors, pour vous parler de ceci, cette représentation, on dira encore de ce modèle de l'atome, je vous propose de diviser ce cours en deux parties. Dans cette première vidéo, on va faire un bref panorama de l'histoire des modèles de l'atome. Cette vidéo n'a pas du tout la prétention d'être complète, c'est vraiment juste pour présenter les temps forts, on va dire, les incontournables de l'histoire de l'atome. Et bien sûr, je vous invite à compléter davantage l'histoire de ces modèles avec vos propres recherches. Et puis dans une deuxième vidéo, on mettra l'accent sur le modèle, sur la représentation de l'atome qu'on va retenir en classe de seconde et même de lycée. Et puis ce sera l'occasion aussi de présenter les principales caractéristiques de l'atome pour mieux comprendre un petit peu les choses, des choses un petit peu déroutantes. On va y revenir par la suite. Alors commençons l'aventure avec un homme, un grec, Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui balaie un petit peu, remet un petit peu en question la théorie des 4 éléments qui constituent la matière. L'air, le feu, la terre, et il m'en manque un, l'eau, pardon. Donc c'était jusqu'à Démocrite les éléments qui, combinés entre eux, faisaient que la matière existait autour de nous. Pour Démocrite, les choses sont un peu plus simples, ou plus compliquées, c'est selon. Prenez une table en marbre, disait-il, vous la cassez en deux, vous prenez la moitié qui reste, vous la cassez encore en deux, et ainsi de suite. À un moment donné, vous arrivez à un grain de matière qui n'est plus possible de casser en deux. Ce grain de matière, c'est un grain qui est incassable, qu'on ne peut pas couper, qui est insécable. Insécable, en grec, se dit atomos. Donc, pour Démocrite, la matière est faite d'atomos, de formes variables, forme pyramidale, forme cylindrique, forme cubique, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que ces différentes formes d'atomos vont s'accrocher entre eux, d'accord, pour constituer l'objet final. Pour Démocrite, finalement, les formes des atomos étaient fortement liées aux formes de l'objet constitué par ces atomos. 4e siècle avant Jésus-Christ, un grec encore balaie du revers de la main la théorie de l'atomos, de l'atome, de Démocrite, remet en avant la théorie des 4 éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau. Alors il ne faut pas oublier qu'Aristote était un grand orateur, un showman, donc qui arrivait qui arrivait en tout cas oui, aisément à mettre en avant ses opinions, et à noter que lui, ce modèle des 4 éléments, il augmente, on peut dire comme ça, avec la notion de transformation, ce qui est lié à l'heure actuelle à la notion de transformation chimique. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans l'année. Donc là, on est 4e siècle avant Jésus-Christ. Et regardez bien ce qui se passe. Donc, Aristote a mis au placard la théorie de l'atomos de Démocrite au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il faut attendre le début du 19e avec l'anglais John Dalton pour que la théorie de l'atomos renaisse, j'ai envie de dire. Pour Dalton, la matière était faite de grains de matière incassables, de sphères dures, et donc plus cette fois des formes pyramidales, cubiques ou je ne sais quoi, des sphères dures, des atomes. À partir de là, les choses vont s'accélérer, notamment grâce aux avancées technologiques. En particulier, 1897, Thomson fait une expérience assez célèbre où il met en évidence que l'atome est composé notamment de particules chargées négativement qu'il va appeler l'électron. Si vous lui demandez à Thomson c'est quoi pour vous un atome, il va vous dire, eh bien pour moi, un atome c'est comme un cake, c'est comme un pudding dans lequel on a planté des grains de raisin. Dans le rôle du cake ou du pudding, vous avez donc l'atome, et dans le rôle des grains de raisin, vous avez les électrons. Parfois, on parlera de la représentation, ou plus précisément, pour avoir un vocabulaire plus adapté, du modèle du cake de Thomson, du pudding de Thomson, d'accord, cette représentation d'une sphère pleine avec des électrons plantés dedans, chargés négativement.
1911, vous voyez que les choses se rapprochent de plus en plus, Rutherford, donc qui est un néo-zélandais britannique, va faire une expérience qui va encore apporter des éléments caractéristiques à l'atome. Notamment, il va montrer que dans le cœur de l'atome, il y a un noyau qui est chargé positivement. Ça, c'est la première chose. Donc, ces caractéristiques-là, celles que je vous énonce, il les a mises en avant grâce à une expérience très célèbre qui constituait à bombarder une feuille d'or très très fine avec des particules alpha, des noyaux d'hélium. Alors, donc je reviens aux caractéristiques. Un atome constitué d'un noyau chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons chargés donc négativement, ça c'est la théorie de Thomson, mais le fait que les électrons tournent autour du noyau, ça c'est bien la représentation de Rutherford qui est proposée. Pour lui, les électrons tournent autour du noyau sur des orbites quelconques. Et puis, deuxièmement, deux caractéristiques très importantes. Rutherford explique que pour lui, premièrement, la masse de l'atome est sensiblement égale à celle de son noyau, autrement dit, le noyau constitue l'essentiel de la masse de l'atome. Et deuxièmement, entre le noyau et les électrons, il n'y a rien. On parlera d'une structure lacunaire. Lacunaire dans le sens où il y a absence de matière. Alors, j'ouvre une parenthèse, il faut bien prendre conscience que ici, je vous parle bien de ce qui est censé être la particule qui compose la matière, l'atome, qui est faite, manifestement, de vide. C'est plutôt déstabilisant. 1914, Bohr, pour expliquer les résultats de la spectroscopie, nous retrouverons cette notion un peu plus tard dans l'année, propose de considérer un petit peu l'atome différemment, de voir le modèle de Rutherford un petit peu différemment. En l'occurrence, il dit, c'est pas que les électrons tournent autour du noyau n'importe comment, quand ils tournent, ils décrivent une sphère en fait, autour du noyau, mais voilà, si on fait un plan en coupe, les électrons en fait tournent sur des orbites bien précises, des orbites auxquelles Bohr va associer un capital énergie. Il va même nommer ces orbites la première couche de numéro n égale 1, il va l'appeler la couche K, puis L, puis M, etc. Et pour Bohr, ces différentes couches ne peuvent pas accueillir le même nombre d'électrons. On y reviendra dans la deuxième vidéo de ce chapitre. Donc ici, on passe à un modèle, cette fois, non plus le modèle planétaire de Rutherford, avec des électrons qui tournent autour, comme ça, du noyau n'importe où. On tourne à un modèle où, effectivement, les électrons occupent des orbites, on va dire, discrètes, c'est-à-dire bien déterminées, bien particulières, bien fixées. C'est pas la couche 1, elle est ici. Elle n'est pas là ou là, elle est ici. Un peu plus tard, en 1925, Schrödinger va un petit peu bousculer les choses, car cet Autrichien va dire, en fait, je vois pas vraiment l'atome comme ceci, je la fais courte, mais en fait, ce qu'il va dire, il va dire, pour moi, il s'agit plutôt d'avoir un modèle probabiliste, c'est-à-dire que pour lui, autour du noyau, il y aura un nuage d'électrons, il y aura une forte probabilité de présence de les trouver à tel endroit. Vous voyez, plus ici la densité est forte, plus c'est sombre, plus on a une forte probabilité de présence de trouver les électrons à cet endroit. Alors ça peut correspondre aux fameuses couches KLM, etc. Mais cette fois, c'est une explication probabiliste. En fait, donc on faudra voir un peu plus tard en terminale et post-bac. C'est une notion qui est liée à la théorie, enfin une théorie ondulatoire, mais je ferme la parenthèse là-dessus. Donc on a toujours un noyau chargé positivement avec autour un nuage d'électrons qui a une forte probabilité de présence à tel endroit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un électron ici, avec peut-être un pourcentage de chance plus faible. 1932, le Britannique Chadwick fait une nouvelle expérience et indique que dans le noyau, il y a effectivement des particules chargées positivement, comme l'avait laissé sous-entendre Rutherford, qu'on va appeler les protons, mais il y a aussi d'autres particules dans le noyau qui sont, elles, électriquement neutres et qui sont les neutrons de masse similaire de celle des protons. Donc cette fois, voici la représentation de l'atome qui augmente un petit peu, à savoir un noyau avec en son sein neutrons et protons qui sont les habitants du noyau qu'on appelle les nucléons, et autour des électrons qui tournent autour du noyau sur des orbites avec des fortes probabilités de présence, comme on va le voir avec les diapositives précédentes. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que finalement est-ce que l'atome est atomos? On va dire non, puisque dans l'atome,
On voit qu'il y a protons, neutrons d'une part dans le noyau et autour des électrons, mais est-ce qu'on peut encore casser, j'ai envie de dire, notamment le noyau? Alors la réponse est oui. Alors avec ces deux Américains, Zweig et Gell-Mann, indépendamment l'un de l'autre, ils ont fait des travaux qui ont montré que dans le noyau, il y a donc des protons et des neutrons, et dans les protons et neutrons, il y a d'autres sous-particules, des particules dites élémentaires qu'on appelle des quarks, alors que l'électron n'est pas cassable. Donc l'électron et les quarks, il existe des quarks de différentes sortes, 3 sortes, les quarks les quarks et les électrons sont finalement des particules élémentaires. Alors est-ce qu'on peut encore casser? L'avenir nous le dira. Alors, nous, quel modèle on va retenir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et je vous invite à résumer tout ce qu'on vient de voir ici sous forme d'une frise chronologique. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo.